Le 3 août, le général Michael Eric Couria, chef du commandement central des États-Unis, est arrivé à Tel Aviv pour aider Israël à se préparer à une attaque ou à faire face à une attaque iranienne. Téhéran avait promis de riposter à l'assassinat du chef du Hamas sur son sol le 31 juillet. Le Hezbollah devrait également riposter à la frappe sur Beyrouth quelques heures auparavant. Le général Couria est arrivé en Israël alors que les préparatifs se poursuivent en vue d'une éventuelle attaque contre Israël de l'Iran et du Hezbollah en représailles aux assassinats de hauts dirigeants du Hamas et du Hezbollah ont déclaré 2 responsables américains à Axios le 4 août. Le commandant du CENTCOM avait déjà planifié un voyage en Israël avant la grave escalade qui a vu Tel Aviv attaquer Beyrouth et Téhéran à quelques heures d'intervalle. Il devrait profiter de ce voyage pour tenter de mobiliser la même coalition internationale et régionale qui a défendu Israël contre une attaque iranienne le 13 avril, a déclaré un responsable américain à Axios. À l'époque, l'Iran avait lancé des centaines de drones et de missiles sur Israël en réponse à la destruction de son consulat à Damas et à l'assassinat de plusieurs responsables iraniens. 3 responsables américains ont déclaré aux médias également qu'ils s'attendaient à des représailles iraniennes à la mort de Haniya dès le 5 août, lundi, chose qui ne s'est pas à ce jour déroulée. Alors, selon le rapport, Washington craint qu'il soit difficile de rassembler le même soutien régional pour défendre Israël qu'en avril, étant donné que l'assassinat de Haniya intervient dans le contexte de la guerre de Gaza pour laquelle Israël a suscité de vives critiques de la part du monde arabe et de la communauté internationale. Le général américain Couria doit se rendre dans plusieurs pays du Golfe, ainsi qu'en Jordanie, qui a joué un rôle majeur dans l'interception des projectiles iraniens lors de l'attaque d'avril. Amman s'est déjà engagé à lutter contre toute violation de son espace aérien. La Jordanie a également ouvert son espace aérien aux avions américains et israéliens lors de l'opération aérienne d'avril. Les États-Unis espèrent que la même chose se reproduira si nécessaire, a déclaré un autre fonctionnaire américain à Axios. Les responsables américains et israéliens ne savent pas non plus si l'Iran et le Hezbollah mèneront une attaque coordonnée ou opéreront séparément. Ils pensent que l'Iran et le Hezbollah travaillent encore à la finalisation de leur plan militaire et à leur approbation au niveau politique. Dans le même temps, le Pentagone a déclaré que Washington avait renforcé sa présence dans la région en prévision des réponses de l'axe de la résistance qui pourrait potentiellement inclure les factions de la résistance irakienne et le mouvement Ansarallah au Yémen. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré de son côté que les États-Unis maintiendraient la présence du porte-avions USS Abraham Lincoln en plus du groupe aéronaval USS Theodore Roosevelt et ont demandé davantage de croiseurs et de navires de guerre capables de lancer des missiles balistiques et de défendre la région. Un escadron supplémentaire d'avions de chasse a également été déployé conformément à la promesse du président américain Joe Biden d'envoyer de nouveaux déploiements pour défendre Israël lors de son appel téléphonique avec Benjamin Netanyahou le 1er août. De son côté, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, s'est rendu le 5 août à Téhéran à l'invitation de son homologue, où il avait rencontré le président Pezeshkian, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohamed Bagheri, et enfin son homologue, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Akbar Ahmadian. Pratiquement rien n'a filtré sur le contenu concret de cette visite. Néanmoins, New York Times spécule sur ces résultats et fait état d'informations
encore non confirmée, relative à une demande iranienne concernant des systèmes de défense aérienne avancés en prévision des frappes aériennes et de missiles d'Israël. Le même média cite également deux responsables iraniens, dont un membre du corps des gardiens de la Révolution, qui ont confirmé la demande de l'Iran à la Russie et ont ajouté que Moscou avait déjà commencé à transférer vers l'Iran des radars et des systèmes de défense avancés. Information, je le répète encore, non confirmée à ce jour. Ainsi, en dépit de tous les moyens faramineux mis au service de son développement, l'armée américaine est-elle vraiment capable de faire face à un conflit de haute intensité au Moyen-Orient? Où en est la situation du complexe militaire-industriel américain? Les États-Unis ont-ils encore les moyens de leur politique de domination militaire mondiale? Et puis, quid des conflits en Ukraine et en mer de Chine? Alors, pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur la sécurité et la paix dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Toulouse Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans de ADS Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. François Geneste, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, enchanté, comme d'habitude. Enchanté et tout le plaisir est pour nous. Alors, au-delà de tout le tintamarre ou le vacarme, bien que toute mesure gardée justifiée, mais j'aimerais bien qu'on aille, pour analyser cette situation, un peu derrière le rideau, pour voir un peu, comme dirait Einstein, l'espace-temps physique, sa courbure, qui génère tous les effets que la gravitation, après, des objets et ou leur interaction. Alors, et là, il faut regarder l'économie américaine de plus près. Et je crois que vous serez d'accord avec moi. Et Oui, alors, oui. le 14 décembre 2023, le Congrès américain a adopté un budget astronomique de 886 milliards de dollars pour la défense des États-Unis en 2024. Alors, ce budget en hausse d'environ 3% par rapport à celui de 2023 prévoit notamment plusieurs milliards de dollars pour renforcer la position des États-Unis en Asie-Pacifique et contrer l'influence de la Chine. Le document prolonge également un programme d'aide militaire à l'Ukraine et un dispositif de surveillance électronique internationale très utilisé par les renseignements américains. Et on a un haut responsable de la Maison-Blanche avait estimé qu'avec ce qui se passe en Israël, avec ce qui se passe en Ukraine, avec la menace que présente la Chine, avec ce qui arrive à nos infrastructures stratégiques, avec les cyberattaques, ce serait un très mauvais moment pour se désarmer de manière unilatérale. Et puis, le budget adopté par le Congrès augmente par ailleurs de plus de 5% les salaires du personnel de défense. Alors, Jean-François Geneste, sachant que la dette fédérale américaine vient de dépasser actuellement, au moment où on parle, 35 000 milliards de dollars et la dette totale américaine atteint, au moment où l'on parle également, la somme astronomique de près de 102 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Alors, Washington a-t-il encore les moyens de sa politique de domination militaire du monde? Alors, première remarque, si vous me permettez, Bien sûr. il faudrait mettre les 3% en rapport avec l'inflation aux États-Unis. Il faudrait vérifier, mais il n'est pas sûr que les 3% d'augmentation du budget soient supérieurs ou égaux à l'inflation sur cette période-là. Alors, en revanche, les 5% d'augmentation du personnel, à mon avis, doivent représenter, je pense, à peu près l'inflation qu'il y a eu pendant cette période-là. Donc, en gros, les personnels qui D'accord. travaillent pour la défense n'ont pas perdu de pouvoir d'achat, en moyenne, je dirais, mais il n'est pas dit que le budget lui-même soit maintenu en parité de pouvoir d'achat. Ensuite, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, si on regarde plus globalement. Donc, la dette américaine globale, donc, comme vous l'avez dit, 97% du PIB mondial, alors que les États-Unis ne représentent que 25% au mieux du PIB mondial. Et Absolument. encore faudrait-il compter en PIB et parité de pouvoir d'achat, hein, pour avoir une réalité, ce qui serait quand même intéressant. Ensuite, il faudrait enlever du PIB américain
ce qui n'est ni agricole ni industriel, pour se faire une vraie idée de la puissance de l'État, puisque le conflit ukrainien nous l'a largement montré, ce qui Donc, compte au final. juste ça, parce que c'est un point extrêmement important. Quand vous dites enlever la partie industrielle et agricole, c'est-à-dire les secteurs censés normalement rembourser la dette. Exactement, la partie production, ce qui se vend. Alors, on va dire qu'il y a des services qui se vendent, mais comme j'avais l'occasion de le dire il y a bien longtemps et je suis prêt à le répéter aujourd'hui, euh, il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas de banque, d'avocats ou de choses comme ça. Par contre, des pays qui savent faire des avions de combat, qui savent faire des missiles, enfin efficaces, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Et finalement, Absolument. c'est ce qui compte, quoi, hein. Je veux dire, à un moment donné, quand on regarde la puissance d'un pays, c'est ce qu'il est capable de faire par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, ils ont tout cet arsenal, je dirais, militaire, les États-Unis, mais enfin, on voit bien que sur le champ de bataille, ça se comporte pas de manière adéquate, et en tout cas pas au niveau de ce qu'est la défense russe actuelle, de mon point de vue en tout cas. Et D'accord. par ailleurs, effectivement, les États-Unis sont une puissance agricole. Ils ne sont plus une puissance industrielle, ils l'ont été. Et aujourd'hui, enfin, à mon avis encore, hein, mais Washington domine le monde grâce à plusieurs domaines qui sont hors de la production matérielle. Et ces domaines, c'est le dollar, qui est la monnaie de référence mondiale, que tout le monde est obligé, plus ou moins obligé, sinon ça se passe mal pour eux, d'utiliser. Le droit international, qui est essentiellement anglo-saxon, donc avec un avantage exorbitant, puisque comment dire, toutes les finesses du vocabulaire, etc., appartiennent aux anglo-saxons, qui se taillent d'ailleurs la part du lion. La maîtrise des institutions internationales, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui c'est contesté, il reste encore les maîtres des institutions internationales, l'ONU, le FMI, la Banque Mhm. mondiale. Un réseau important et dense de colonies dirigées par des agents directs de Washington. Alors, je vais prendre l'exemple de mon pays qui est la France, mais ce n'est pas le seul, hein. Toute l'Europe est sous domination. Et quand ce n'est pas une occupation pure et simple, alors là, je parle encore de l'Europe hors France cette fois-ci, puisque nous avons encore des bases militaires américaines d'occupation dans tous les pays d'Europe, quasiment, sauf la France. Et Mhm. enfin, un arsenal militaire important dont on peut désormais et depuis peu douter de l'efficacité, qui est le résidu de la puissance industrielle passée, mais qui est suffisant pour menacer, entre guillemets, Et des bien petits sûr, pays. parce que là, D'accord? il y a les médias, donc d'habitude, qui sont là juste pour verser de l'huile au feu, mais jamais pour expliquer l'origine des problèmes et Absolument. encore moins d'aider à développer des pistes de réflexion pour que les gens trouvent des solutions à leurs différences idéologiques en dehors du terrain de la guerre. Ils sont en train donc de gonfler le fait qu'il y a deux porte-avions américains qui arrivent en Méditerranée orientale ou dans le Golfe Persique, peu importe, alors que deux porte-avions, c'est à peu près 140, 150 avions. C'est tout. Mais on ne fait pas une guerre à l'Iran avec 150 avions. Non, Euh, non, ça ne bon, marchera pas. Et sans compter que les porte-avions eux-mêmes, il y a un groupe aéronaval, et enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais si les Iraniens ont des missiles hypersoniques, oui, bah, les porte-avions vont aller par le fond assez rapidement. oui, oui, ils n'ont pas le. et- Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien vous poser une question, mais en faisant un peu une comparaison d'ordre de grandeur pour que les gens aient et pour que nos auditeurs aient vraiment une image très proche de la réalité pour qu'ils comprennent qu'en réalité, ce que essayent les médias occidentaux mainstream de vendre n'est que du vent, comme d'habitude. C'est à peu près ce qui se passe actuellement en Israël, la grande armée défaite par un mouvement de résistance dans un territoire de 300 km². Bien. Alors, en dépit de ce budget donc, de défense qui explose tous les records dans un contexte de graves difficultés financières, économiques et industrielles, paradoxalement, l'armée américaine, notamment les forces terrestres, semble être réduite en peau de chagrin. Et un rapport publié par le site des défensa.org indique que les effectifs sont tombés au niveau d'avant 1940, c'est-à-dire la dernière année d'isolationnisme avant l'entrée en guerre de 1941.
dernière année d'une époque où, à part donc la parenthèse de 17-18, les USA refusèrent les engagements extérieurs. Alors, fin 2023, l'armée américaine ne compte plus que 452 000 soldats en service actif. Et selon Defensia.org, le budget de près de 900 milliards de dollars de la défense US en 2024 est quasiment à égalité avec les dépenses américaines énormes de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire 41-45. Et si l'on ajoute les budgets attribués à d'autres ministères et dépenses hors budget officiel, soit autour de 1 500 milliards de dollars, cette somme est équivalente à une fois et demie le budget de 1944 pour 452 000 hommes dans l'armée américaine actuelle contre un peu plus de 10 millions de soldats en 1944. Alors, en tant que scientifique réputé, je vous pose la question, Jean-François Jeunesse, comment expliquez-vous cette disparité entre les moyens engagés et l'état des forces, notamment terrestres, de l'armée américaine, et quelles sont les causes de cette régression? Alors, si vous voulez, le système américain, hein, qui a contaminé, on va dire, tout l'Occident, il est basé sur le profit. Et donc, ils se sont montés des grands groupes extrêmement puissants, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, etc., qui dictent la politique de défense et qui vendent très cher des matériels peu performants parce que leur but, c'est de faire du profit, c'est pas forcément de rendre service à la nation. Donc, comparons un instant avec la Russie, qui tient tête à l'OTAN tout entier, hein, quand Oui, même, oui, oui. dans son aide à l'Ukraine, pour un budget de 70 milliards, c'est-à-dire moins de 10 fois moins. Les sommes, comment dire, que vous avez annoncées pour les USA seuls, qui sont 10 fois moins. Enfin, on compare 70 milliards contre près de 900 milliards pour les États-Unis, et il faudrait rajouter tous les budgets européens, le budget japonais, le budget australien, le budget néo-zélandais, le budget de Corée du Sud, et j'en passe, sûrement que j'en oublie. Mm. Donc, par ailleurs, le système a largement enflé d'un point de vue administratif, si vous voulez, hein. On a mis en place tout un tas de normes et de règles de développement qui empêchent l'intelligence des acteurs de s'exprimer au profit d'un système, alors, je m'excuse pour les auditeurs, mais quasi soviétique, hein, si je puis me permettre, c'est-à-dire que Oui, on oui. a une administration toute puissante qui va mettre en place des règles. Je prends un exemple parce qu'on a été contaminé en France. Si aujourd'hui, une start-up qui a une idée pour faire un armement voulait le développer avec les normes de la Délégation générale pour l'armement, alors quand je dis DGA, c'est pareil que Pentagone ou à peu près, eh bien, ce n'est pas possible avec des moyens de start-up. Il faut avoir un grand groupe. Et quand vous avez un grand groupe, vous avez l'administration qui vous saute dessus, en particulier l'administration financière, qui va appuyer sur le frein pendant que vous essayez d'accélérer. Vous voyez, je fais juste un petit parallèle, mais c'est exactement ce qui se passe. Alors, un exemple qu'on peut donner, puisque vous faisiez appel à mes compétences scientifiques, c'est l'ingénierie système. C'est une discipline qui est née lors de la guerre froide dans le cadre de la conquête spatiale. Mm. Ce que je peux dire aujourd'hui, par comment dire, expérience, c'est que si on gère aujourd'hui un programme avec 100% des méthodes de l'ingénierie système développées par les États-Unis, on explosera les coûts et on n'arrivera pas au bout avec une grande chance de ne pas y arriver. Enfin, on oublie trop souvent que les Américains ne sont pas des gens de terrain. Alors, je parle de l'armée cette fois-ci, Oui, hein. Leur oui. armée de terre est une catastrophe. Et autant que je me souvienne, il faut à peu près 10 hommes en soutien pour un combattant. Donc, ça donne Justement, on une y idée. reviendra. On On y y reviendra. reviendra. Mais vous Oui. voyez, pour leur amener le Coca-Cola, les McDo, enfin, etc., les hamburgers et compagnie. Et je terminerai par un dernier point qui me semble particulièrement intéressant et qui vient d'apparaître. Nous avons constaté au sein du ministère de la Défense russe une épidémie de démission et d'arrestation de personnages de haut niveau pour des questions de pots de vin. Si on fait le parallèle avec des sommes bien plus importantes, on peut soupçonner qu'il se passe des choses similaires, sauf que, comme en Absolument. Occident en général, les gens de haut niveau ne sont jamais touchés. Ça, c'est une caractéristique de l'Occident, hein, qui m'a sauté aux yeux depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'il y a une impunité totale pour les classes dirigeantes en Occident. Et bien entendu, la corruption, elle existe partout dans le monde, hein. Il n'y a pas de raison que certains soient immunisés contre ça. Mais ce qu'on voit, c'est que de temps en temps, on nettoie en Chine, en Russie, mais alors en Occident, jamais, jamais, jamais. Donc on voit des ministres destitués en Chine, encore une fois, ou bien dans des pays non alignés. Mais chez nous, jamais rien. Il n'y a que des gens honnêtes, a priori, en Occident, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et Alors bien entendu, avec des budgets qui n'arrêtent pas d'exploser absolument. sans ce qu'il y ait
une répercussion dans la réalité. Donc, à se Oui, donc demander, on voit des budgets énormes, on sait qu'il y a pas de raison qu'il y ait davantage qu'il y ait moins de corruption, enfin en Occident qu'ailleurs, mais j il y a jamais rien, tout va bien. D'ailleurs, on entend régulièrement, vous vous en souviendrez que, au Pentagone, il leur manque, 100 000 000, 1 000 000, 3 000 000 oh, qu'ils ont perdus. On ne sait pas où c'est passé, mais sûrement que ça n'a pas été perdu pour tout le monde. d'accord. Voilà. Alors, Jean-François Genest, l'armée américaine est présente dans les 4 coins du monde, avec plus d'un millier de bases à peu près militaires et une participation indirecte active dans la plupart des conflits ou centres de crise importantes, comme actuellement l'Ukraine, la Palestine, le Yémen, Syrie, Irak, le Taïwan, et j'en passe. Alors, dans cette situation de faiblesse des effectifs qui vient d'une crise du recrutement en chute libre et non d'une faiblesse budgétaire, parce que s'il y a 900 milliards, je rappelle que le déficit annuel des États-Unis, c'est à peu près 1400 milliards, et, et 900 milliards de ce déficit va à l'armée. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de budget pour maintenir Mmh. les choses. Alors, ni d'un refus d'expansion des forces, les États-Unis, dans ce cas, ont-ils encore les moyens de leur politique de domination militaire mondiale? C'est-à-dire avec cette chute des effectifs, euh, Oui, oui. de manque de présence donc, dans tous les centres de conflits internationaux. Alors la première chose qu'on peut dire, et en partie comme expliqué plus haut, les militaires de l'armée de terre américaine sont de piètres soldats. On a pu en avoir un exemple, hein, en Irak. Si on compare ce qui leur est arrivé à Bagdad, quand ils ont occupé l'Irak, en comparaison des difficultés qu'ont eu les troupes britanniques à Bassora. Mhm. En gros, à Bassora, ça s'est pas trop mal passé avec les Britanniques, mais avec les Américains à Bagdad, ça s'est très mal passé. Et on peut penser que ça vient quand même des soldats, localement. Sans je ne parle même pas des scandales, qu'il y a eu autour de ça, Ouais, enfin ouais. bon, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais bon. Après, le manque d'effectifs, lui, aujourd'hui, c'est largement, diffusé. Il est dû à de multiples raisons, hein, mais je pense qu'on peut en retenir 2 qui me semblent majeures et qui sont caractéristiques de la jeunesse américaine aujourd'hui: l'obésité et le faible niveau intellectuel. Ouais. Donc ça prouve bien que c'est un pays qui est en effondrement sur lui-même, et bon, bah, l'armée est donne un symptôme en fait de la maladie. Et la domination actuelle, elle ne tient que par la peur engendrée et cette dernière est en train de disparaître en raison des échecs répétés de l'oncle Sam. Hein, à ce titre, la Russie et la Chine font beaucoup pour éliminer cette peur des acteurs plus faibles et la proposition d'un monde multipolaire où personne ne devrait avoir peur de qui que ce soit, vu sous cet aspect, me semble excellente. Mais vous voyez, voilà un petit peu le cadre, de ce que je peux répondre à donc ils n'ont pas vraiment les moyens d'une politique. De toute façon, ils sont en Alors, train de les pour perdre. aller un peu plus dans le détail de cette question, parce qu'elle est très importante, dans un entretien à Sputnik, le général de division de l'armée américaine à la retraite, Paul Vallely, président de l'ultra-conservatrice fondation Stand Up America, pointe des mesures de restriction auxquelles s'ajoute l'annonce toute récente, il y a quelques mois, que l'US Navy va désarmer et mettre en réserve 2 corvettes, alors que la Navy poursuit depuis plusieurs années un but d'expansion de sa flotte qu'elle juge actuellement très insuffisante. Ça, c'est le général Valéry qui parle. Et la raison qu'il évoque, donc, se trouve évidemment, selon desdéfenses.org, et chose que vous avez cité maintenant, dans le manque de personnel. C'est-à-dire quand on désarme des corvettes, la marine, c'est énorme. Par manque de personnel, on se demande avec quels moyens ils vont faire face à l'Iran, au Hezbollah et à Ansarallah dans la région du Proche-Orient. Alors, la même cause principale du retour du porte-avions USS Gerald Ford à son port d'attache à Norfolk, à cause du manque de 800 hommes pour un équipage complet. Alors, sachant, et je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, sachant que le nombre de soldats chargés de la logistique dans l'armée américaine est d'un quotient de 10 à 1 par rapport aux forces aptes au combat, soit près de 45 200 hommes.
Donc, en réalité, l'armée américaine, elle a uniquement 45 200 hommes. Euh, Peut-on dire que les Américains, ce que font les Américains en Ukraine, au large de Gaza, au Proche-Orient, probablement dans le Golfe Persique contre l'Iran et dans la mer de Chine, relève du théâtre que de l'engagement militaire réel. Il relève beaucoup plus de la gesticulation. Alors, si vous me permettez, je voudrais répondre, donner un écho un petit peu à côté de la question au début. Je reviendrai sur votre question après. Mhm. Donc, D'accord. hem, pour traiter un sujet qui me semble important. Alors, les États-Unis, c'est une puissance thalassocratique. Donc leur domination se fait par les mers et néanmoins l'avènement des missiles hypersoniques rend les flottes obsolètes aujourd'hui. C'est ça le point qui me semble important. Il en est donc fini de l'hégémonie des États-Unis via les mers et leur armada de navires, hein. Je crois qu'ils ont 12 porte-avions. À Heu, peu près, ouais. je crois que je l'avais écrit dans un article il n'y a pas si longtemps que ça, mais aujourd'hui, avec les missiles hypersoniques russes, en 1 heure, ils peuvent nettoyer, toute la flotte américaine, les 12 porte-avions et leurs 12 groupes aéronavals en 1 heure sur le globe entier, en une fois. Donc, et cette flotte, elle vaut 1 trillion de dollars, hein, Un c'est-à-dire, truc. 1 000 milliards de dollars. Mm. Mais, elle ne sert virtuellement plus à rien. On a d'ailleurs vu sa faiblesse dans le détroit de Bab el-Mandeb, dont vous avez parlé. Oui. Et si le Moscou, un jour, livre des missiles hypersoniques aux Houthis, ben, ça va mal se passer pour la flotte américaine. Ils ne feront plus rien. Et on rappelle que l'Iran dispose déjà de ce genre de missiles. Oui, oui, et l'Iran, voilà, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais oui, Mm. absolument. Donc pour ce qui concerne, votre question maintenant, hein, je voudrais faire ce qu'on appelle une réponse de Normand. Vous l'avez dit, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'engagement américain aujourd'hui relève du théâtre. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore pris conscience, eux, de là où ils en sont. Je crois que le problème principal des États-Unis, il est dans leur, comment dire? Ils se croient la puissance exceptionnelle, et les meilleurs, mais ils n'ont pas vu qu'ils se sont fait dépasser, qu'ils ont perdu pied. Donc, ils croient qu'ils sont restés cette puissance majeure, indestructible, qui est seule capable d'avoir les meilleures armes, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui sur le champ de bataille, ça se voit, Mhm. d'accord? Ils vivent donc dans l'illusion et c'est pour cela qu'à mon avis, ils sont très dangereux, car ils n'accepteront pas de perdre, oui, au moins, ils sont pas prêts, ils sont pas, intellectuellement prêts à accepter une défaite. Et donc, ils pourraient avoir la gâchette nucléaire facile parce que c'est ce qu'il leur reste. C'est à mon avis, c'est la seule chose qui leur reste aujourd'hui. D'accord. Et vous pensez que c'est plausible, ça, notamment avec, avec le risque d'embrasement du Moyen-Orient à cause d'une riposte iranienne contre Israël? Alors, je ne sais pas s'ils utiliseront le nucléaire, au Moyen-Orient, ça je pense pas. Par contre, il y a un vrai risque qu'Israël, lui-même utilise, Oui, l'arme Israël, nucléaire c'est le. et n'oublions pas qu'Israël a des tendances suicidaires et donc Israël serait probablement prêt, s'il voyait sa défaite arriver, de mon point de vue, à utiliser l'arme nucléaire pour se suicider. Ce qui poserait un problème pour les pays de la région. Alors pas parce qu'Israël aurait disparu, mais enfin bon, je veux dire, ça serait un nouveau type de guerre qu'on n'a encore jamais vu, quoi, d'une certaine façon. Donc, c'est dans leur, enfin, je sais plus qui avait dit ça, parce que je l'invente pas, hein, mais il y a quelqu'un qui avait dit ça Je crois que et qui c'est le colonel Jacques Beau peut-être, qui a, oui. qui a écrit, je ne vous donnerai pas le euh, paraphraser sans être sûr, en tout cas, c'est une doctrine, c'est l'une des Oui, oui, doctrines de l'armée. c'est dans leur doctrine, voilà, c'est ça. Donc Voilà. le point, il est là et à partir du moment où ils se suicideraient, si vous voulez, ce qui est grave, c'est qu'ils pourraient se suicider en éclaboussant largement, autour de chez eux. Vous voyez, Ouais, c'est un peu ça après moi, le c'est le sens. déluge, comme on dit. Voilà, c'est ça la question. Que les gens veuillent se suicider, ben, bon, c'est tant pis et dommage pour eux, mais quand ils suicident les autres avec eux, c'est un peu plus embêtant. Pour aller encore un peu loin et prendre les dirigeants américains, notamment militaires, au mot, pour illustrer la situation, l'état-major interarmé des États-Unis a publié le 10 février 2023 une doctrine qui s'appelle, ou sa doctrine du concept commun de la compétition stratégique. Alors, ce document préfacé et signé par le chef de l'armée américaine, le général Mark Milley, décline la stratégie et les moyens de guerre hybride dont la force militaire n'est qu'une partie du dispositif
et qui devrait être employé par une force combinée, interarmée, afin d'assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur suprématie stratégique, et ainsi de suite. Alors, à la lecture de ce document, il apparaît que les stratèges militaires américains estiment qu'en cas de conflit ouvert, les États-Unis ne seront probablement pas en mesure de lancer ou de se lancer dans une guerre sur sur deux fronts avec la Russie et la Chine, auxquels on peut rajouter l'Iran, le Hezbollah, le Yémen et la Corée du Nord. Alors, ainsi, ce document donc, qui dessine le fonctionnement pour les années à venir préconise de déplacer la concurrence vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser leurs avantages, leur effet de levier et leur initiative. Alors, Jean-François Jeunesse, qu'en pensez-vous de cette vision du concept commun de compétition stratégique US et comment peut-on la situer dans le contexte de la dégradation des capacités militaires américaines? Est-ce que ce n'est pas ça, justement, au-delà de l'intérêt de cette guerre hybride pour maintenir sa domination, mais est-ce que ce n'est pas au premier chef la dégradation des capacités militaires américaines qui font que les gens vont à ce genre de méthode hybride? Oui, enfin, je pense que les Américains, dans cette affaire-là, ont oublié la célèbre, comment dire, leçon de La Fontaine qui dit la loi du plus fort est toujours la meilleure. Alors le plus fort, en général, c'est quand même militaire en dernier recours et c'est pas autre chose. Mais on peut essayer comment dire, de maîtriser, de vouloir dominer euh, en temps de paix, alors par des moyens économiques ou autres. Mais pour faire écho à ma dernière réponse hein, de la partie précédente, je pense que comment dire, les États-Unis se bercent toujours d'illusions hein, mais certains voient quand même la réalité et essaient de faire ce qu'ils peuvent. Hein, c'est ce que fait Millet, qui, reconnaissons-le, en un tournement, détruit la doctrine américaine de ces dernières décennies. Hein. C'est Mhm. très important ce qu'il dit en disant qu'il ne sera pas possible de faire la guerre sur deux fronts en même temps. Il fallait Ouais, quand même oser. Et on va lui reconnaître à la fois cette clairvoyance et le courage de le dire, parce que il n'est absolument. pas il est pas dans les plans traditionnels. Il reconnaît, d'une certaine façon, un abaissement des États-Unis par rapport à la doctrine qui avait été élaborée au début des années 2000, si je me souviens bien. Donc pour ce qui est de la stratégie alternative qu'il propose, alors son analyse n'est pas mauvaise hein, dans le contexte américain, mais elle est mauvaise au niveau mondial. Et Mhm. à mon avis, il ne pourra pas contrecarrer la mauvaise politique de son pays qui est en vogue depuis une quinzaine d'années maintenant, au moins. Hein. En effet, dans quel domaine brillent particulièrement les États-Unis? Dans le domaine de l'informatique et l'électronique, la biologie. Alors, on va Ouais. éliminer la biologie avec les biolabs militaires en Ukraine et ailleurs, car jouer avec cela finirait par les mettre au banc des nations, d'accord, les Américains. Donc, ce à quoi, comment dire, euh, ils devraient, à mon avis, essayer de renoncer, mais c'est quand même, de mon point de vue, ils finiront au banc des nations quand ils seront suffisamment affaiblis, ce qui est en cours. Et on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur les deux autres domaines, hein, c'est-à-dire l'électronique et l'informatique. Oui, oui, allez-y. Alors, il est vrai que les USA sont des leaders mondiaux en la matière, hein, et il est légitime qu'ils soient tentés de faire la guerre spécifiquement dans ce domaine. Néanmoins, en ayant mis la Chine sous sanction, ils ont obligé cette dernière à investir absolument massivement. Hein, on le voit notamment dans les composants électroniques. Alors, la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants, un système éducatif performant, puisque je parlais de l'illettrisme des Américains tout à l'heure pour rentrer dans l'armée, et qui va rapidement rattraper son retard et doubler les États-Unis. Moi, je pense qu'en 2026, ça sera fait. D'accord, donc les jeux sont déjà faits depuis longtemps, à mon avis, et on l'a vu avec Alcatel-Lucent. Donc, je vais prendre un exemple industriel, là, qui a été obligé de se vendre à Nokia il y a quelques années, car cette entreprise, elle n'était pas capable de soutenir la compétition avec deux sociétés chinoises qui s'appellent ZTE et Huawei. Aujourd'hui, Oh, c'est Intel et consorts qui sont dans la ligne de mire des Chinois. Donc, on voit que maintenant que dans les serveurs télécoms, etc., les Chinois ont gagné, ben maintenant, ils vont gagner, de mon point de vue en tout cas, dans le domaine des composants. Alors, pour le plaisir, disons un petit mot des Russes, hein, qui sont eux très en retard. Ils montrent néanmoins qu'avec des composants qu'on pourrait qualifier d'archaïques, ils peuvent maîtriser les missiles hypersoniques, ce que l'on ne saurait probablement pas faire en Occident. Alors ça, pour moi, d'accord. ça reste une question importante.
hein, et donc comme quoi aborder les problèmes de manière originale quand on a un socle de connaissances important reste fondamental. Et si je reviens au sujet principal, il ne va plus rester aux Américains que l'usage du bâton sur les pays vassaux pour les couper du reste du monde. Et c'est à mon avis ce qui marchera le mieux dans le concept de compétition stratégique. Les Américains, via leurs ONG notamment, sont très en avance sur le reste du monde dans ce domaine. Et à mon avis, à quitter le dollar est la seule chose qui va les ralentir, mais ne les arrêtera pas. Voilà. Je pense que j'ai fait un tour à peu près complet de la question, de ce qu'on peut, voir poindre dans le concept commun de compétition stratégique. D'accord. Alors, dans ce document, justement, dans la page 7, en chiffres romains, euh, on peut lire, je cite, le temps presse et il n'est pas du côté de la force conjointe. L'ère de l'avantage concurrentiel américain se referme rapidement. Les institutions adverses, c'est-à-dire les armées de la Russie, la Chine et l'Iran, dépassent les efforts de développement, de conception et de modernisation des forces américaines qui sont trop lents et trop coûteux pour inverser cette tendance d'ici 2030. Et dans la compétition stratégique, perdre pourrait signifier accepter des rapports de force régionaux défavorables et, ou, plus important encore, un leadership américain diminué sur le système international parce que les États-Unis ne pourraient pas protéger leurs intérêts nationaux vitaux du comportement concurrentiel des adversaires. Donc, en lisant ça, ce n'est pas nous qui le lisons, nos auditeurs peuvent aller le vérifier par eux-mêmes. C'est un document qui est public, nous ne l'avons pas euh, obtenu par des circuits pas officiels. Donc, on ne peut dire que, voilà qui clairement dit, les États-Unis, de l'aveu des stratèges de l'armée, n'est plus l'hyperpuissance que le monde a jadis connue. Et ainsi, Jean-François Geneste, face à la puissance de feu de l'armée iranienne, du Hezbollah, du mouvement Ansarallah au Yémen, les Américains ne sont-ils pas en train de jouer au quitte-double en se laissant entraîner par Israël dans un conflit au Moyen-Orient? Alors là, moi, j'ai un doute, de savoir s'ils se laisseront entraîner ou pas dans un tel conflit, parce que le risque est, comme vous l'avez dit, est très important pour eux et en plus, on est en au moins pour l'instant, en période électorale. Il est difficile de savoir ce qui sortira en novembre, 2024 et janvier 2025. N'oublions pas aussi qu'il va y avoir une période transitoire entre l'élection et la mise en place de la nouvelle administration et donc cette dernière devra être pragmatique, hein, en fonction de la situation qu'elle trouvera. Parce que là aussi, c'est pareil, il y a l'apparence et la réalité. Donc un audit, et une vision claire, de la nouvelle administration sera nécessaire, donc prendra probablement là aussi encore quelques mois supplémentaires et ce qui est inquiétant en revanche, c'est que pendant cette période, comme il n'y a plus de pilote dans l'avion, bah, Netanyahou a la bride sur le cou. Non. Hein, où lui va-t-il amener le monde? Parce que pour moi, c'est ça la question principale. Jusqu'où est-il prêt à aller pour sauver sa peau? Puisque tout le monde sait que, dès qu'il y aura plus la guerre, il est personnellement mis en cause sur beaucoup de sujets. Y a-t-il des groupes de personnes puissantes qui ont intérêt à déclencher un conflit mondial? Ça aussi, c'est une question qui se pose et on peut hélas raisonnablement penser que oui, pour ce dernier point et hélas, hein, la période est favorable à cela. Car si tous les acteurs régionaux interviennent et si les États-Unis défendent coûte que coûte Israël, que feront la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Égypte? Et n'oublions pas que ces 4 pays sont désormais dans les BRICS et ça change tout. Alors, à ma connaissance, mais peut-être que vous me corrigerez si je me trompe, mais vous en introduction tout à l'heure, vous parliez de la mise à disposition de l'espace aérien de l'Arabie saoudite et de la Jordanie, je crois et il me semble avoir lu hier que justement, ils ont dit que cette fois-ci, là, ils donneraient pas accès, aux Aux États-Unis. avions, d'accord. Alors à confirmer, hein, j'ai lu ça Ouais, quelque ouais. part, je le dis de mémoire, Mais mais de toute façon, c'est déjà les médias américains le disent, donc qui citent des sources bien informées. Et voilà, ils disent que les Américains ne sont pas du tout sûrs que ceux qui les ont accompagnés en avril voudraient le faire actuellement. Et la raison est simple, hein, c'est le désastre du génocide commis par l'armée israélienne à Gaza.
Ouais, même la Cour internationale de justice l'a reconnu, et même la CPI, sur laquelle les Américains font pression, entre autres, l'a reconnu aussi. Donc je pense que là, on peut dire que c'est quasi officiel, quoi. D'accord. Alors, Israël, actuellement, se prépare à une attaque de l'axe de la résistance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alliance composée de l'Iran, du Hezbollah au Liban, d'Ansarallah au Yémen et de la résistance islamique en Irak et du Hamas à Gaza. Donc, c'est tout ça que on appelle, ou même s'autoproclame l'axe de la résistance. Alors, les dirigeants de cet axe ont promis de riposter à l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, le 31 juillet à Téhéran, et du Hezbollah, Fouad Choukr, à Beyrouth le 30 juillet. Et les États-Unis tentent de convaincre leurs alliés arabes régionaux de participer, c'est ce que nous disons tout juste maintenant, à défendre Israël dans le cadre d'une coalition qui a aidé à le faire en avril. Alors, Jean-François Geneste, sachant que bien que le Hezbollah dispose d'un arsenal balistique d'environ 100 000 à 130 000 missiles et roquettes, avec le- même les Occidentaux avouent que le Hezbollah dispose de cette puissance, en cas d'attaque à saturation, donc en coordination avec l'Iran et Ansarallah au Yémen, que peuvent en réalité faire les défenses antiaériennes américano-israéliennes? À quoi vont servir tous ces porte-avions, ces destroyers, s'il y a une attaque à saturation avec un tel arsenal? Ouais. Alors, si vous me permettez, je vais distinguer deux choses dans votre Oui, oui, allez-y, question. allez-y. La première, c'est le fait que, comment dire, s'il y avait une attaque, effectivement, je pense que avec les chiffres que vous donnez, c'est plié. Mais comment dire, est-ce que enfin, moi, le point qui m'intéresse, c'est est-ce que ces gens-là, là, enfin, le Hezbollah, l'Iran, etc., ont comment dire, ont une bonne opportunité et devraient faire une attaque massive et coordonnée en réponse à l'assassinat de Haniyeh à Téhéran. Moi, je pense que ça serait une erreur de faire ça. Le fait que l'Iran ait averti un certain nombre de pays ne plaide pas en faveur d'une telle représaille globale. Je pense que, Oui, oui. voilà, on verra si elle a lieu, hein, mais encore une fois, si tel est le cas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Comme la plupart de ces groupes sont contrôlés par l'Iran, de toute façon, moi, je pense qu'un seul missile iranien hypersonique ferait bien mieux l'affaire. Ça, c'est mon avis, hein. Je veux dire, pas Hmm. interceptable, ni vraiment détectable, une frappe limitée pour bien donner le ton et de montrer le danger en face, si vous voulez, qui sentent bien passer la balle Et du là, je fusil. suis tout à fait d'accord avec vous parce que même Hassan Nasrallah, hier, dans son discours à l'occasion de l'enterrement de Fouad Choukr, a dit que il a dit explicitement que l'Iran n'a pas besoin d'intervenir vraiment dans cette guerre, ou de faire une riposte énorme, insinuant que déjà le Hezbollah et Ansarallah et le Hamas à Gaza font déjà le boulot bien comme il faut. Oui, oui, absolument. Donc, si vous voulez, bon. Et après, il y a un autre point aussi qui est important, dont vous avez parlé en début d'émission, qui était la visite de Shoigu en Oui. Iran, dont rien n'a filtré. Je serais, moi, très curieux de savoir comment dire, qui se sont dit, parce que je pense que la Russie a plaidé l'apaisement. De toute façon, ça ne changera rien. Israël est en train de se suicider. Alors, je parlais du suicide nucléaire tout à l'heure, mais je pense qu'ils sont en train de se suicider politiquement au niveau mondial aujourd'hui, Ouais. depuis le début de cette affaire-là. Et donc, il suffit de les laisser continuer parce qu'ils y vont tout seuls. Enfin, encore une fois, c'est mon avis. Mais bon. Et alors, après, je vais parler de missiles hypersoniques. Donc, l'Iran dévoilerait une capacité opérationnelle de missiles hypersoniques et dévoilerait le fait qu'ils en ont, effectivement. Donc, ça serait intéressant. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je ne sais pas. Et y a-t-il une alternative à cela qui resterait disruptive? Alors, très sûrement, je sais pas penser, on ne pense pas à tout, hein, mais eux ont des gens pour réfléchir à ça. Et il reste à savoir donc ce que va décider l'Iran. Ils vont faire quelque chose puisqu'ils l'ont dit, c'est sûr. Après, on va voir, quoi, hein. Il y a beaucoup d'attentes d'un certain côté, enfin, qui risquent d'être, à mon avis, déçus. Mais bon, voilà. Et les autres acteurs, de mon point de vue, hein, sont secondaires à ce stade. Ansar Allah le Hezbollah, etc. Ouais, ouais. Enfin, si, bien sûr, s'il y avait une guerre globale,
elle se déclenchait, ce serait différent. Il serait au premier plan Non, et mais très là, important. là, sur l'éventualité justement d'une réponse coordonnée, personne ne peut dire si elle aura lieu ou non. Nous ne Oui, oui. pouvons qu'être d'accord avec vous, mais c'était le sens de la question ou le fond de la question, c'était juste de comparer les capacités. Les capacités, c'est une comparaison de capacités entre les deux côtés. Ah oui, Euh, oui, bah là, il y a pas photo, hein, je veux dire, c'est clair et de toute façon, les États-Unis ont aucun moyen de protéger Israël réellement contre ça. Bon, par ailleurs, on pourrait imaginer que s'il y avait un vrai conflit global, il y aurait une guerre terrestre et là, c'est pareil, l'avantage, oui. numéraire est pas du côté, occidental. Alors maintenant, Jean-François Geneste, avec tout ce qui s'est passé donc depuis l'opération spéciale, le début de l'opération spéciale russe en Ukraine et toutes les conséquences de la destruction des gazoducs qui alimentaient l'Europe, Nord Stream 1 et 2, et puis l'effet boomerang des sanctions contre la Russie. En cas d'embrasement de la situation, quelles pourraient être les conséquences sur le reste du monde, notamment l'Europe et l'Afrique, en ce qui concerne les approvisionnements en énergie et donc pour tout le reste de leurs économies? Alors moi, je pense pas que ça s'il y avait un embrasement, bon, il va y avoir un petit temps, de transition, mais je pense pas que ça soit un problème pour l'approvisionnement énergétique, si vous voulez, de manière importante. D'abord, il y a des sources d'énergie, à droite à gauche, hein, qui est pas seulement au Moyen-Orient, même si le Moyen-Orient reste, un comment dire? Un endroit, privilégié pour la fourniture mondiale d'hydrocarbures. Par ailleurs, je pense que tout le monde sera d'accord pour préserver, bah, l'Arabie Saoudite, les Émirats, enfin, c'est les puissances et après, il y a des sources complémentaires. Alors peut-être qu'à posté à en boomerang, de ce conflit, local généralisé, heu, les États-Unis pourraient être tentés de mettre la main sur le Venezuela. Pour eux s'approvisionner en énergie, ce qu'ils cherchent C'est-à-dire depuis mettre longtemps. la main sur le Venezuela, l'attaquer? Oui, 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 l'attaquer, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des enfin, je peux me tromper, mais qu'il y a des intérêts qui poussent aux États-Unis pour, comment dire? Enfin, prendre contrôle du Venezuela, d'une façon ou d'une autre. Alors aujourd'hui, ça se traduit par des sortes de révolutions de couleurs ou des choses comme ça, avec des tentatives, Guaidó et compagnie. Mais je pense que si la situation devenait plus dramatique, au niveau mondial, il y aurait une tentation, sinon une tentative, des de l'État, américain de prendre le contrôle du Venezuela. Ça, c'est mon avis, je peux me tromper. Heu, pour ce qui concerne l'Afrique, puisque nous avons des auditeurs africains, je pense qu'elle restera en grande partie épargnée. Elle n'est pas directement concernée par ça. Il y aura des substituts. Heu, et je pense que l'Afrique devrait être concentrée sur, gagner et choisir son indépendance à la fois des États-Unis et de la Chine. Mmh. Mais, voilà, mais après encore une fois, il va y avoir une période transitoire, mais quand on regarde, par exemple, le conflit ukrainien qui, heu, qui a quand même bloqué tous les gazoducs, hein, Oui. qui venaient de Russie. Bah, finalement, après une période transitoire où il y a eu un risque, en Europe, aujourd'hui, il y a plus de risque. Il y a un risque financier, hein, un risque économique, d'effondrement, mais en termes de fourniture, tant que l'Europe arrive à payer, il y a pas vraiment de problème de fourniture. Donc, vous voyez, c'est Mais Jean-François, si vous rajoutez la turbulence, voire la crise ou le risque d'effondrement, comme disent beaucoup d'économistes, du système financier monétaire international, dont la dégringolade des bourses de ce lundi, appelé encore une fois le lundi noir, la juxtaposition de tout ce qui se passe là, que, pour ne pas être complotiste, on se demande, mais au moins on pourrait se demander, est-ce qu'il y a une main invisible? Est-ce qu'il y a une dynamique qui génère tout ça? Et si c'est le cas, où va le monde?
Oui, alors qu'il y ait un effondrement économique et financier du côté occidentale, ben, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de la dette américaine à 102 000 milliards de dollars, donc 97% du PIB mondial, alors que ces gens-là sont 300 millions sur 8 milliards. Hein. Faut Oui, regarder, si on le regarde en termes de population, c'est quand même colossal. Et comment dire, les pays européens, on n'en parle pas, mais globalement, sont aussi endettés que l'Amérique. Le Japon, je crois que sa dette est de 20 000 milliards rien qu'au niveau gouvernemental, ce qui est quand même considérable. Donc, en fait, tout l'Occident est endetté et c'est la conséquence de la mondialisation, en fait, puisque la mondialisation a voulu délocaliser les productions ben, en Chine, en Inde, en Asie en général. Et donc, ces pays-là, ils ont gagné petit au départ, maintenant ils gagnent beaucoup plus gros. Et eux, ils ont un excédent quand les autres ont des déficits énormes. Et donc, c'est des déficits qui sont pas soutenables. Alors après, je sais pas comment les économistes et les financiers vont régler ça. mhm. Mais c'est pas une mince Mais partie. justement, ça justement, donne raison aux pays qui veulent absolument se dédollariser, bien que le processus prendra beaucoup de temps. Mais le fait, parce que toute l'économie mondiale est imbriquée, et si c'est un peu séparer l'Occident de l'Eurasie comme ça rapidement, c'est comme opérer de deux enfants siamois, comme deux siamois, c'est pas Alors, facile si vous me permettez, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'en fait, si on regarde un oui. pays comme la Chine exporte énormément en Occident. Donc, Mhm. si demain, pour une raison de dédollarisation, elle se coupait de son marché occidental, ça serait énorme pour elle. Je pense, je suis même pas sûr qu'elle y résisterait. Donc, elle va être obligée de mon point de vue en tout cas, alors il pourrait gérer une décroissance lente, mais une décroissance subite, ça va être compliqué. À mon avis. Et c'est compliqué pour l'Occident qui peut pas se passer des produits chinois, et c'est compliqué pour la Chine qui peut pas se passer d'un client majeur. Donc là, je sais pas exactement comment Et ça. ça, en plus des grandes réserves de change et du bon de Oui, 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 trésor, bien c'est sûr. à peu près 3 400 milliards de Oui, dollars. oui, absolument, absolument. Si le Donc, dollar s'effondre, oui, oui, alors si le dollar s'effondre, alors après, si vous voulez, pour résoudre les problèmes de dette, quand on regarde dans l'histoire, il y a 2 moyens de résoudre les problèmes de dette qu'on connaît. Le premier, c'est la guerre. Donc les Américains sont assez champions pour ça. Ils déclenchent les guerres. Quand on a tout cassé, on reconstruit, tout recommence comme avant, entre guillemets. Enfin bon, voilà, ça, c'est pas très bon, mais c'est leur manière de voir. Après, si on regarde au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec une France totalement endettée par la guerre, eh bien, on a joué sur l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a eu enfin, de mémoire, je crois 46, 47, 48, là, pendant 3 ans, on a eu 50% d'inflation par an. Alors, si vous mettez 50% d'inflation par an, ben, c'est sûr que la dette, elle diminue, elle est ramenée enfin, assez rapidement à pas loin de zéro, quoi. Donc, c'est et une façon de aussi en résoudre. provoquant une déflation dans la population, en tuant beaucoup de gens Ah, là, par c'était manque de la guerre. nourriture. Non, là, pardon, c'était la guerre. Pendant la guerre, j'en parle pas, mais après la guerre, Oui, 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 même après la rembourser la guerre, dette. pour les pauvres qui peuvent pas se permettre justement de vivre avec un taux d'inflation de 50%, c'est pas très, c'est pas Ah très oui, mais généreux comme. Oui. non, non, mais les gens à l'époque en ont pas souffert particulièrement. Si vous mettez des salaires indexés sur l'inflation, c'est pas la question. Par contre, là, ce que vous devez au reste du monde, lui, diminue énormément et vous récupérez des marges de manœuvre budgétaires au niveau de l'État. Mhm. D'accord. Mais bon, enfin, je veux dire, alors bien entendu, ça floue les créanciers. Donc, si les créanciers sont américains, vous avez des chances d'avoir une guerre derrière. Vous voyez, bah, par exemple. Mais bon, ça, c'est un sujet. Mais cela dit, un pays comme la Turquie aujourd'hui doit avoir une inflation de, je sais pas, 30 ou 40% par an. Euh, et quand on regarde la situation de la Turquie, alors qui en termes d'inflation n'est pas bonne, hein, mais en termes de déficit budgétaire de l'État et de déficit cumulé, quand la France est à 110%, je crois que la Turquie doit être à 20 ou 30%, donc quelque chose de tout à fait acceptable. Vous Oui, voyez, c'est. la différence, elle est dans le fait que la Turquie, c'est elle qui bat monnaie,
qui contrôle la création de sa Ah, monnaie. Les d'accord. autres, c'est pas Là, ce en n'est Europe, pas c'est pas le cas. en Europe, ce n'est pas le cas, même aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Oui, oui, c'est pas le Alors cas. alors une dernière question, Jean-François Jeunesse, parce que vous évoquez quand même un épisode extrêmement important, de l'histoire, c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Comment, heu dans de telles conditions, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est de lancer des pistes de réflexion, pour dire, notamment aux jeunes, et nos auditeurs africains que rien n'est perdu et qu'il ne faut pas écouter les déclinologues qui disent que c'est la fin du monde ou la troisième guerre mondiale ou je ne sais quoi. Comment peut-on redémarrer dans ce genre? Parce que prenons l'exemple de la France, que vous connaissez très bien, partie dans d'une situation absolument catastrophique, au sortir de la guerre. Elle développe le spatial, elle développe le nucléaire civil, elle développe, énormément de secteurs dans la science, dans la médecine, et ainsi de suite. Écoutez, comment dire? J'ai vu que la Côte d'Ivoire voulait construire des universités là récemment, et cetera. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait un système éducatif qui soit performant. Alors, je regrette le passé, français d'un système éducatif qui était particulièrement performant et bon, qui avait à peu près comme équivalence celui de l'Union soviétique, hein. On était, je pense, les deux meilleurs pays. Bon, aujourd'hui, on a suivi la mode américaine, ben, ça s'est effondré, et donc de mémoire, je crois que 50 des élèves en sixième ne savent pas lire. Ça donne une idée, Waouh! hein, aux alentours de 12 ans, donc et de mémoire, le chiffre vient de l'éducation nationale, donc c'est pas un truc complotiste, non plus. Mmh. Donc il faut déjà avoir une population bien formée, et après il faut une volonté, d'État, de mon point de vue. C'est ce qui a caractérisé la France avec De Gaulle, de vouloir organiser le pays pour que ça soit une grande puissance. Il faut le vouloir. Et je me rappelle cette fameuse phrase de De Gaulle, en parlant de la France: «Nous n'avons pas les moyens de voir petit». Et malheureusement, tous ses successeurs l'ont vu que petit. Voilà. Bah, Et alors, l'avantage d'un pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, aujourd'hui, ces gens-là voient grand. Et je pense que c'est une des raisons de leur succès. Bon, les Américains, eux, ils voient leur nombril, c'est un autre problème. Mais mais si vous voulez, d'accord. Ça, le par rapport à ça, justement, je rappelle que la Russie, je crois qu'elle forme le double ou le triple des ingénieurs oui, par rapport aux Américains dans tous les domaines de technologie, notamment oui. dans Et toute. si ma mémoire est bonne, dans le top 5 chinois, il y a 4 scientifiques. Vous voyez? Donc, je veux dire ça, cherchez un scientifique dans le top 5, de chaque pays occidental et vous aurez du mal à les trouver. C'est-à-dire? Je n'ai pas bien compris. Dans le top 5 chinois, dans les 5 personnages les plus puissants de l'État chinois, vous avez 4 scientifiques, à ma D'accord, connaissance. d'accord. Et en Occident, cherchez un scientifique dans le top 5 de quelque État que ce soit, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Angleterre, non, ça n'existe pas ça. Et je pense que ça, c'est un grand tort parce que quand on prend des décisions sur, le système énergétique dont on a parlé, Ouais, ouais, des ouais. choses comme ça, c'est quand même bien d'avoir des gens qui sont proches des réalités. Aujourd'hui, vous avez des incantations sur le réchauffement climatique. Comment dire? Personne, est capable de dire, dans ceux qui en parlent, d'avoir un avis scientifique sur le sujet. Et si je vous dis, et je le dis à dessein ici, que depuis 200 ans, on essaye de reproduire ce phénomène-là en laboratoire. La dernière tentative s'étant produite en 2020 et ça a été un échec et c'est un échec depuis 200 ans. Mmh. Donc, on reste un peu pantois sur les décisions politiques et des gens qui prennent ça comme des incantations. «Ah, il y a le réchauffement, il y a le réchauffement». Si on regarde les Hollandais au XVIIe siècle, quand ils avaient leurs problèmes de polder avec l'invasion de la mer, bah, ils ont mis des digues, ils les ont mises assez haut pour jamais avoir de problème et même si ça se réchauffe de 25°, les digues hollandaises, ne laisseront pas passer ne laisseront pas passer la mer et ça a coûté bien moins cher que tous les programmes actuels qu'on voit Absolument. d'éoliennes, de solaire, et cetera. Ça effectivement, et on terminera sur ça, est extrêmement, frappant, et je vous remercie d'avoir fait cette remarque parce que la majorité des gouvernements, et pas uniquement en Occident, ne font pas une instruction scientifique de leur dossier. Il y a pas d'instruction scientifique, et ce sont généralement des dirigeants, indigents et qui ne connaissent rien sur le sujet
et qui font juste dans la communication et prennent des décisions qui hypothèquent l'avenir sur 25, 30 ans. Jean-François Genès, je vous remercie pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.